Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le maire, les conseillers municipaux et toute la population de Bamako sont fiers de vous recevoir dans cette enceinte et du fond de leur cœur vous souhaitent la bienvenue. Cette modeste réception, organisée en votre honneur, en est le témoignage le plus éclatant. Et si nous la plaçons sous le signe de l'amitié fraternelle, c'est qu'elle s'adresse à l'homme de cœur et de progrès que vous êtes, à celui qui réalise que le pas fait en avant dans le sens de l'évolution de l'Afrique doit être suivi, et le plus tôt possible, d'un nouveau pas. À celui qui est décidé à tout mettre en œuvre pour que la France tienne tous ses engagements, pour que cette communauté franco-africaine, mariage de cœur et de raison, qu'Africains et Français de bonne volonté et surtout réalistes veulent édifier pour l'épanouissement de l'influence française dans le monde et l'affirmation de la personnalité de l'Afrique, soit la plus grande construction humaine et française du XXe siècle. Monsieur le ministre, je faisais allusion à la première étape de l'évolution de l'Afrique. Mes fonctions de maire n'en sont-elles pas la manifestation? Monsieur le ministre, je faillirais à mes missions de premier magistrat de la ville de Bamako et de membre du gouvernement de la République si je ne signalais pas que la mise en place des nouvelles communes de plein exercice a été suivie de la suppression inattendue des subventions FIDES et que cet amenuisement des ressources et de l'action des communes a été aggravé par la promulgation de l'arrêté 1092 du 20 mars 1957 instituant le statut du personnel communal. De ce fait, certaines communes, avec l'application de ce statut, n'ont pas les ressources suffisantes pour payer leur personnel. Il ne peut être question pour elles de travaux d'équipement et d'urbanisme. Peut-on ne pas penser à la peau de banane jetée sous les pieds des nouveaux responsables des cités? Je dois également attirer votre attention sur un problème social grave, né de la revendication des fonctionnaires pour le paiement des tranches exceptionnelles qui leur avaient été promises et qui ont été versées à certaines catégories sans qu'il soit tenu compte de leur classification actuelle en cadre d'État et en cadre territoriaux. Les autorités locales ne sauraient être les victimes des erreurs commises. Je rends hommage à toute l'action que vous avez menée pour que ces erreurs soient réparées. Vous pouvez compter sur notre appui à tous, dans la mesure où les fonctionnaires eux-mêmes auront la conviction que leur agitation dans les conjonctures actuelles n'est pas la meilleure arme pour l'aboutissement heureux de leurs revendications. Je vous demande, Monsieur le ministre, de vous pencher sur ces pénibles situations et de nous éviter de sombrer dans d'amères pensées. Débordant le cadre des cités, par la loi cadre et ses décrets d'application, l'évolution africaine a connu une nouvelle étape. Je n'insiste pas sur les imperfections et les lacunes de ces textes de compromis parce que je connais et apprécie hautement vos dispositions personnelles à cet égard. Et je m'adresse alors aux métropolitains d'Afrique pour leur dire que vos bonnes dispositions n'auront de portée que lorsque chez eux, elles trouveront leur écho. Or, j'ai parfois le sentiment bien net que si certains métropolitains du Soudan, loyalement, s'attachent avec une foi d'apôtre au succès de l'expérience actuelle, d'autres, hélas, écrasés sous le poids de leurs préjugés par leur inertie ou leur comportement négatif, semblent mettre en échec les nouvelles institutions. Pour notre dignité d'Afrique,
pour l'Afrique et la France, nous ne saurions accepter de leur donner le temps de réussir leur sombre dessein. Monsieur le ministre, je dois vous rendre cette justice. Qu'en ce domaine également, je m'adresse à un convaincu. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'année 1958 apporte les plus grandes chances de l'Afrique et de la France. Les laisserons-nous passer à notre nez? Je m'explique. L'Afrique, comme tout peuple colonisé, a vocation à l'indépendance. C'est un droit inaliénable dont la contestation est la négation même de la liberté de l'homme. L'Afrique n'a pas besoin d'en demander la reconnaissance ou une autorisation quelconque pour en user. Mais, à l'exercice de ce droit, elle a préféré une interdépendance avec la France dans une construction fédérale. J'affirme que leur Afrique ne se fera pas si la communauté franco-africaine fédérale à base égalitaire n'est pas édifiée, que la communauté franco-africaine ne se construira pas sans que s'affirme la personnalité africaine. Nous sommes à l'heure des options. L'Afrique a choisi, la France existe. Le temps passe. Les chances de construire la communauté franco-africaine diminuent chaque jour. Les événements vont plus vite que la reconversion spirituelle de certains hommes politiques français. Alors, je leur affirme sans édulcoration de la brutale franchise de ma pensée que si la France laissait échapper l'occasion de réaliser la communauté franco-africaine, l'Afrique, inévitablement, parce qu'obligée, s'engagera sur la seule voie libre, compatible avec sa dignité, la voie de l'indépendance. Le peuple, le Parlement et le gouvernement français l'auront hélas voulu. Nous emporterons devant le verdict des générations futures toute la responsabilité, car nous aurions rejeté l'Afrique sur cette solution de désespoir, tentante, mais combien lardée d'embûches et de risques graves. Voilà, Monsieur le ministre, mon cher collègue et ami, l'appel qui a trouvé encore en vous un converti et que je vous prie de transmettre à nos frères de la métropole. Monsieur le ministre, cher ami, Mesdames, Messieurs, vous ayant ouvert mon cœur, celui de la commune de Bamako, de toutes les communes d'Afrique, de ces populations africaines affectives, les yeux tout brillants de candeur et d'amour, qu'il serait criminel de décevoir, permettez-moi de vous ouvrir toutes grandes nos portes et de vous dire, vous êtes chez vous. Pour l'Afrique et la France, pour la communauté franco-africaine et la paix des cœurs, je souhaite que toutes nos pensées, catholiques, musulmanes, animistes ou libres de toute croyance religieuse, s'élèvent vers les puissances devant lesquelles nous nous inclinons, afin que notre appel, l'appel de Bamako et de l'Afrique, venant du cœur et de la raison, soit entendu. Permettez-moi, Monsieur le ministre et cher ami, de dire Amin. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous. Et je suis très sensible à l'accueil si amical, si enthousiaste de vous tous. Je suis également très heureux de me trouver pour la première fois dans cette ville de Bamako, si accueillante, entourée par son fleuve et également encadrée par ses collines si pittoresques. Et je suis persuadé que ce voyage sera en effet très efficace dans la mesure où nous pourrons établir entre nous des liens humains et nous comprendre. Il y a un instant, Monsieur le maire, cher ami, vous avez évoqué toute une série de problèmes difficiles, mais de problèmes qu'il faut résoudre, et qu'il faut résoudre rapidement. Vous avez évoqué tout d'abord le problème de vos difficultés sur le plan municipal. C'est une question particulière, c'est une question qui vous intéresse, je le sais, au premier chef, et que j'étudierai avec la volonté, sur ce plan comme sur les autres, de trouver une solution efficace. Mais vous avez aussi abordé d'autres questions. Vous avez notamment abordé
le grand problème politique qui nous préoccupe tous, les uns et les autres. Je crois que sur ce point, nous sommes sur la bonne voie. La loi cadre a déjà constitué une étape, et une étape extrêmement importante. Nous sommes maintenant sur la voie qui permettra d'aboutir à la solution et à la solution définitive. Et le courant qui a été ainsi créé est un courant irrésistible. Mais il faut comprendre aujourd'hui qu'un certain nombre de modifications sont devenues nécessaires. Ce sont ces problèmes qui ont été évoqués récemment à Paris au cours d'une conférence qui était organisée au ministère de la France d'Outre-mer et à laquelle participaient tous les vice-présidents de conseil de gouvernement et les chefs de territoire d'AOF, d'AIF, puis de Madagascar. Cette conférence a été particulièrement intéressante et particulièrement efficace, car j'ai vraiment eu l'impression que j'avais devant moi, pendant plusieurs jours, des hommes conscients de leurs responsabilités, des hommes désireux, comme je l'étais moi-même, de participer à la construction d'une communauté franco-africaine. Et même les problèmes les plus difficiles ou les plus délicats ont été abordés avec la volonté de réussir et de trouver une solution efficace. Nous avons abordé 3 séries de problèmes. Tout d'abord, et en attendant que la loi soit modifiée, nous avons essayé de voir comment il était possible de l'interpréter d'une manière libérale pour essayer de régler un certain nombre de difficultés que vous connaissez tous. Nous avons notamment, et je ne voudrais pas citer tous les problèmes qui ont été évoqués sur ce plan, mais nous avons notamment examiné le problème de la nomination des chefs de circonscription. Les chefs de circonscription sont des fonctionnaires d'État, mais ce sont aussi des fonctionnaires territoriaux. Et la part qui revient à leur fonction territoriale est sans doute plus importante que la part qui revient à leur fonction d'État. Ce qui indique que le conseil de gouvernement d'un territoire ne peut pas rester indifférent devant la nomination des chefs de circonscription. C'est la conclusion qui est tout naturellement sortie de la discussion que nous avons eue à Paris sur ce point. Et c'est pourquoi nous avons très facilement trouvé une formule d'accord par une interprétation libérale de la loi qui fait que le conseil de gouvernement sera consulté sur la nomination des chefs de circonscription. Voilà l'exemple d'une interprétation libérale de la loi qui peut permettre d'aboutir à une solution efficace. Nous avons aussi examiné le problème de la fonction publique. Oh, je sais combien il se pose d'une manière redoutable. Je sais en effet qu'il a créé dans tous vos territoires un malaise, et un malaise qui n'est pas encore complètement dissipé. Mais là aussi, nous nous sommes efforcés d'aboutir. Nous nous sommes efforcés de trouver des solutions qui, dans l'avenir, permettront de créer l'apaisement. Dans l'immédiat, si nous voulons résoudre le problème, il faut que je me retourne vers mon collègue du ministère des Finances. Je l'ai déjà fait, et je le ferai de nouveau à mon retour à Paris avec la volonté d'aboutir. Car je peux vous donner l'assurance que sur ce point, comme sur les autres, nous devons réussir. Voilà une première catégorie de problèmes. Mais à côté de cette interprétation libérale de la loi, il y a le problème de la modification de la loi, qui est devenue elle aussi, qui est devenue lui aussi indispensable. Quelles sont les modifications possibles? Je ne vais pas là non plus entrer dans les détails, mais je voudrais essayer de voir dans quelle direction sur ce plan nous devons nous engager. Il y a tout d'abord des modifications à la loi cadre pour parfaire l'autonomie interne. Après plusieurs mois, une dizaine de mois d'expérience de la loi cadre, nous nous sommes aperçus que sur un certain nombre de points, des adaptations étaient devenues nécessaires pour rendre plus efficace encore l'autonomie interne de vos différents territoires. Ces modifications sont urgentes et j'ai pris, devant la conférence des vice-présidents, je l'ai rappelé il y a un instant, devant les membres du Conseil de gouvernement, et je tiens à le rappeler devant vous encore maintenant, j'ai pris l'engagement de déposer très vite devant le Conseil des ministres un projet permettant une adaptation de la loi cadre en fonction de l'expérience acquise. Mais à côté de cela, il y a une œuvre peut-être plus vaste encore. Cette œuvre plus vaste, c'est la construction de la communauté franco-africaine. Cette œuvre, elle nécessitera une révision profonde de la Constitution. Mais vous savez que le gouvernement de la République a pris sur ce point des engagements. Le président du Conseil, dans sa déclaration d'investiture, a affirmé la nécessité de créer cette communauté franco-africaine.
Et très bientôt, nous aurons, au sein même du gouvernement, une discussion certainement très intéressante sur ce point, qui nous permettra de voir peut-être plus clair dans l'opinion des uns et des autres, et qui nous permettra, là aussi, de déposer un projet, et un projet précis et constructif. Et je prends devant vous aussi l'engagement de tout faire pour que ce projet soit discuté le plus vite possible. Cela, mes chers amis, c'est l'œuvre politique. Mais à côté de cette œuvre politique, il y a l'œuvre économique et sociale. Car je vous assure qu'il serait bien peu intéressant de vous donner des libertés nouvelles, de vous donner un conseil de gouvernement, si votre situation économique et si votre situation sociale ne s'amélioraient pas dans le même temps. Et vous pourriez même considérer qu'au fond, la France s'est moquée de vous. C'est pourquoi nous devons là aussi faire un effort particulier. Pour faire cet effort, nous avons besoin de votre concours à tous. Et je suis persuadé qu'au Soudan, comme d'ailleurs dans tous les territoires d'outre-mer, vous êtes bien décidés sur ce plan, à nous aider, à vous aider mutuellement. Et dans la mesure où vous êtes décidés à le faire, je peux vous dire que je serai également auprès du gouvernement français pour qu'il vous donne les moyens de le faire, votre interprète, le plus éloquent possible. Et ainsi, l'amélioration sur le plan politique coïncidera avec une amélioration progressive sur le plan économique et sur le plan social. Voilà la voie dans laquelle il faut s'engager. C'est une œuvre immense, je le sais. C'est une œuvre qui ne pourra être réussie que dans la mesure où tous les hommes de bonne volonté accepteront d'y participer. Et quand je dis tous les hommes de bonne volonté, cela veut dire tous les Africains et tous les métropolitains. Tous, Africains et métropolitains, doivent comprendre qu'ils font partie de la même famille. Nous sommes tous des égaux. Nous devons tous travailler ensemble, non pas pour le bien-être d'un territoire ou d'un autre, mais pour le bien-être de la communauté franco-africaine. Car c'est dans la mesure où nous travaillons pour améliorer la situation économique et sociale de vos territoires que nous travaillons aussi pour la métropole, dans la mesure où nous faisons partie de la même famille. Voilà, mes chers amis, les quelques mots que je tenais à vous adresser. Alors, eh bien, je vous dis, ayez confiance. Ayez confiance, nous réussirons. Nous réussirons à créer une véritable communauté fraternelle. Nous réussirons parce que nous le voulons, vous et nous. Nous réussirons à créer la communauté franco-africaine.